Passons à la question 32. Dans quelles circonstances le roi marocain déclare l'état d'exception et selon quelles formalités? L'état d'exception est proclamé par le roi lorsqu'il estime que l'intégrité de la nation est menacée ou lorsque des événements se produisent et qui peuvent entraver le bon fonctionnement des institutions publiques. Donc, lorsqu'il y a peut-être menace d'une guerre, d'une invasion, des troubles graves, des troubles internes graves, de manière à déstabiliser l'ordre public, le bon fonctionnement et la bonne marche des institutions publiques. Dans ce cas-là, le roi peut proclamer l'état d'exception. Les formalités consistent au fait que le roi doit consulter le chef du gouvernement, le chef ou le président de la Chambre des conseillers, le président de la Chambre des représentants et le président de la Cour constitutionnelle et il adresse à ce propos un discours à la nation. Au cours de l'état d'exception, le Parlement ne peut être dissous. Jadis, c'est-à-dire lors des constitutions surtout de 1962, 70, 72, le roi dissout le Parlement lorsqu'il y a déclaration de l'état d'exception. L'état d'exception, où on met fin à l'état d'exception, selon les mêmes formalités, c'est-à-dire la consultation du Premier ministre, des présidents des deux chambres du Parlement, le président de la Cour constitutionnelle et le discours adressé à la nation. La Constitution stipule que les droits et libertés dont jouissent les citoyens doivent être garantis au cours de l'état d'exception. Ils doivent être protégés et garantis. Question suivante, 33. Quel est l'intérêt d'une commission de conciliation aux États-Unis d'Amérique? La commission de conciliation, c'est une commission qui se forme par les deux chambres du Congrès. Son rôle est de trouver un terrain de compromis entre les deux chambres en cas de désaccord entre elles à propos d'une loi, d'une bill, les lois bills. Donc, lorsque il y a un désaccord, une divergence entre le Sénat et la Chambre des représentants à propos d'une loi, ces deux chambres essaient de trouver un terrain de compromis à propos de cette loi et ils constituent à cette occasion une commission de conciliation. Cette commission, si elle échoue, la loi est tout simplement abandonnée. La question suivante, 34. Le président français est-il responsable politiquement, pénalement? Expliqué. Je crois qu'on a déjà parlé de cette question-là. Le président français, il est irresponsable politiquement. Il pourrait être responsable pénalement en cas de crime ou délit grave. On avait dit que ce crime de haute trahison, donc c'est le crime de la haute trahison, selon la Constitution de la Ve République, la haute trahison, on l'explique par la commission d'un crime ou d'un délit grave. Donc, dans ce cas-là,
le président français pourrait être responsable pénalement. Il peut être jugé selon une procédure qui revient au Parlement, aux deux chambres du Parlement. On constitue une cour au sein du Sénat et qui peut se prononcer à l'affaire. Le problème, c'est que la haute trahison est très mal définie, comme on l'avait déjà mentionné, et la pratique ne donne rien à ce propos parce qu'il n'y a aucun cas pratique de la mise en œuvre de cette responsabilité pénale du président français. Question suivante. En Grande-Bretagne, le parti majoritaire contrôle sous le contrôle de l'opposition et l'arbitrage des électeurs. En fait, il s'agit ici d'un sujet, parce que la question demande de commenter selon un plan convenable. Donc, un sujet de dissertation doit être traité selon une subdivision de deux idées. On subdivise le sujet en deux idées ou trois. Des idées principales, bien sûr, de la dissertation, qui consistent à éclaircir la réponse d'une manière enchaînée et logique. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande ce sujet-là? Il demande de commenter selon l'expression. Donc, l'expression, le parti majoritaire gouverne sous le contrôle de l'opposition et l'arbitrage des électeurs. Alors, il s'agit de montrer que le parti majoritaire gouverne. Il gouverne parce que le cabinet, c'est-à-dire l'exécutif britannique, est formé et issu de la majorité parlementaire. Il doit bénéficier d'un soutien d'une majorité parlementaire. Le deuxième élément, le contrôle de l'opposition. Donc, comment l'opposition peut contrôler le cabinet? Parce que, en général, c'est le Parlement qui contrôle, mais ceux qui exercent des pressions en ce qui concerne ce contrôle, c'est l'opposition. Parce que c'est l'opposition qui a intérêt à, si vous voulez, à mettre aux yeux de l'opinion publique les déviations, les décisions qui ne sont pas satisfaisantes, par exemple, du cabinet et du gouvernement en général. Donc, on avait parlé du shadow cabinet qui joue un rôle important dans le contrôle du cabinet en place. Le troisième élément peut traiter de l'arbitrage des électeurs. Donc ici, on peut parler du fait que le cabinet en place, bien que le Premier ministre est qualifié de dictateur élu, bien qu'il exerce une quasi-dictature, donc il a l'aptitude de décider autant que pouvoir exécutif, et ces décisions-là, c'est-à-dire les lois qu'il propose au Parlement, sont toutes adoptées par ce Parlement sans problème, parce qu'il y a une majorité qui le soutient. Et en Grande-Bretagne, on demande toujours la majorité simple. Donc, il n'y a pas de problème pour lui pour gouverner. Mais est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut tant qu'il dispose de cette hégémonie sur l'exécutif et le législatif? Il y a cette rationalisation du parlementarisme en Grande-Bretagne. Non, bien sûr, il ne peut pas faire ou gouverner à sa guise. Il est toujours tenu de prendre en compte qu'il va y avoir des élections et c'est le peuple britannique qui va
voter pour lui renouveler le mandat ou de céder la place, de laisser la place à l'opposition pour le remplacer, pour gouverner à son tour. Donc, un gouvernement britannique en place essaye d'être toujours satisfaisant et au peuple. Donc, tout d'abord, en premier lieu, il recherche à être satisfaisant au peuple pour que ce peuple puisse ou vote pour lui lors des prochaines élections. Donc, il s'agit d'expliquer ces trois idées principales. Souvent, bien sûr, les idées principales dans un plan peuvent figurer dans la même question. Donc, un peu de réflexion permet de dissocier le sujet et adopter un plan selon 2 titres ou 3 titres convenables enchaînés qui ont une logique d'analyse et ainsi on peut répondre convenablement à la question qui est ici sous forme d'un sujet de dissertation. 36. Comparer entre les statuts des chefs d'État au Maroc, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Donc, les statuts des chefs d'État, Maroc, Grande-Bretagne, les États-Unis, on compare souvent par faire apparaître les points communs et les points de différence. C'est ça la comparaison, en fait. Mais on peut procéder par montrer le statut de chacun de ces chefs d'État. Donc, au Maroc, il suffit de mentionner que le roi, le chef d'État, est Amir al-Mu'minin, il est le protecteur des droits et libertés, des libertés de l'exercice des cultes, il exerce les fonctions du président, si vous voulez, du chef d'État. Donc, il n'y a pas lieu ici de citer les pouvoirs du roi, mais son statut. Le roi au Maroc, il est au-dessus des pouvoirs publics, donc l'arbitre suprême, le représentant suprême, etc. Donc, expliquer ces idées-là. En Grande-Bretagne, le chef d'État, qui est? C'est la reine ou le roi en Grande-Bretagne. Protectrice de la religion anglicane, respectée par le peuple britannique, elle a des pouvoirs purement symboliques. Elle n'a pas de vrai pouvoir, bien que elle, si vous voulez, représente un symbole de la nation britannique et représente un symbole aussi pour d'autres États que sont le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les actes royaux de la famille royale en Grande-Bretagne est souvent mentionné, suivi par les médias populaires en Grande-Bretagne. Donc, pour la reine britannique, le pouvoir symbolique, sa qualité de symbole de la nation, ces pouvoirs qui sont protocolaires, qui ne sont pas des vrais pouvoirs ou des pouvoirs réels, on peut expliquer ces questions-là. Pour ce qui est du président américain, il représente l'exécutif, détient tout le pouvoir exécutif. Les fonctionnaires, c'est-à-dire le secrétaire d'État, les directeurs des agences fédérales, sont des collaborateurs du président qui l'aident dans sa fonction de président. Il a un pouvoir nominatif très important, une
une indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs. On mentionne ici cette séparation rigide des pouvoirs. Donc, pour ce qui est du président américain, il est lieu de mentionner le fait que ce président dispose de la quasi-totalité du pouvoir exécutif et il est le premier personnage aux États-Unis, la plus importante personnalité. En fait, aux États-Unis, on ne peut pas compter que le président américain, il est leader de son parti, parce que on parle de leader de la majorité et de la minorité au sein du Congrès. On ne parle pas d'un leader du parti républicain et un leader du parti démocrate. Mais le président, lorsqu'il est en place, il agit comme étant un leader du parti, parce que ses compatriotes, ses amis au Congrès, qu'ils soient sénateurs ou représentants, ses conseillers, sont toujours au service de la politique présidentielle. Ceci, bien sûr, c'est pas absolu, parce qu'on peut voir qu'un républicain pourrait avoir des avis, des tendances qui sont contradictoires avec celles du président. On a vu ça avec le mandat de Donald Trump fréquemment. Mais ça n'empêche pas que le président, dans tous les cas, a un statut exécutif, et je souligne ici sur le mot exécutif, un statut exécutif important. Donc, c'est le pouvoir. Qui dit président américain dit pouvoir exécutif aux États-Unis d'Amérique. Et il représente bien sûr son État, c'est les États-Unis, dans les sommets internationaux. Il a des pouvoirs diplomatiques, militaires très importants. Et il gouverne avec le Congrès, parce que il a besoin toujours du Congrès pour qu'il puisse gouverner. Il a besoin du Congrès, par exemple, pour nommer ses secrétaires d'État, les directeurs des agences fédérales, les juges de la haute cour de justice, la Cour suprême américaine, etc. Question suivante. Quelles sont les principales étapes de l'élection du président des États-Unis? En fait, sur le support que je vous ai mis sur la plateforme de l'université, il n'y a pas une bonne explication des étapes de l'élection du président américain. Brièvement, ils sont mentionnés, en tout cas, d'une manière très brève, peut-être peu claire. Alors, en bref, pour élire le président des États-Unis, on commence par les élections primaires. On a deux grands partis, le Parti républicain et le Parti démocrate. Chacun de ces deux partis doit nommer un candidat aux élections présidentielles. Donc, ce candidat, pour qu'il soit candidat, donc il doit passer par les primaires. Et je ne veux pas entrer dans les détails parce que on doit parler des délégués du parti. Dans chaque État fédéré, il y a ce rôle des délégués de chaque parti et on compte des points pour des candidats parce qu'il peut y avoir plusieurs candidats à la candidature. Donc, si on parle du Parti démocrate, il peut y avoir 3 ou 4 candidats qui veulent être candidats à la présidence. Ok? Donc, pour arriver au stade d'être le seul candidat du parti. C'est clair? Donc, les primaires,
laisse ou ouvre la porte pour chacun des deux partis de désigner son candidat au présidentiel, aux élections présidentielles. On passe donc par les primaires dans chaque État fédéré, le rôle des délégués des partis qui votent dans chacun des États fédérés, et finalement on arrive au stade de nommer le candidat. Chaque candidat, donc une fois désigné, le candidat du parti désigne un candidat à la vice-présidence. Donc, on parle ici d'un ticket. Donc, pour Joe Biden, le nouveau président américain, avait comme candidate à la vice-présidence Kamala Harris. Et pour Donald Trump, il avait comme candidat à la vice-présidence Mike Pence. J'ouvre une petite parenthèse ici pour dire que s'il y a un président qui est en place, qui a assuré son premier mandat, il a le droit d'être candidat du parti pour le second mandat. À moins qu'il se retire. Dans ce cas-là, ce parti doit désigner un autre candidat en passant également par les primaires, les élections primaires. Donc, une fois désigné, c'est-à-dire le candidat du parti avec son candidat à la vice-présidence, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à élire les grands électeurs qui vont élire à leur tour, dans la troisième étape, le président. Vous savez bien que les élections présidentielles, on élit le président aux États-Unis par le suffrage universel indirect. Donc les citoyens ne votent pas pour un président, mais ils votent pour élire les grands électeurs. Les grands électeurs sont au nombre de 538. C'est un collège électoral formé par 538 personnes ou élus, grands électeurs. Ce sont eux qui vont se réunir et voter pour l'un de ces deux candidats. Donc, le mécanisme est un peu compliqué. En fait, dans chaque État fédéré, chaque parti politique représente la liste de ces grands électeurs. Et le citoyen va voter pour l'une de ces deux listes. Chaque État fédéré est représenté par un nombre déterminé de grands électeurs. Par exemple, les grands États comme New York est représenté par, je ne me rappelle pas du nombre, mais je crois de 54 grands électeurs. Un petit État comme Alaska est représenté par seulement 3 grands électeurs. Donc les grands électeurs sont répartis selon l'importance de l'État, selon la population de l'État fédéré, bien entendu. Alors, chaque État vote pour une liste, soit la liste des démocrates, soit la liste des républicains. Si la liste des républicains l'emporte, tous les membres de la liste vont être admis au collège électoral qui va élire le président. Généralement, si on vote pour la liste des démocrates, ceux-ci, lors de leur réunion pour voter le président, vont voter pour le candidat démocrate. Et vice-versa. Si un État comme Texas, qui dispose, je crois, de 16 grands électeurs, si on vote pour les républicains, pour la liste républicaine, donc tous ces grands électeurs au cours de l'élection du président de vote dans le collège des grands électeurs vont voter pour le candidat républicain. Donc juridiquement, ils sont tenus de voter selon la coloration politique à laquelle ils appartiennent. Donc, la troisième étape, c'est l'élection du président. Donc déjà, lorsque ce collège électoral des grands électeurs se réunit,
on savait déjà le résultat des élections parce que on connaît la répartition ou le nombre des républicains, le nombre des démocrates qui sont membres de ce collège électoral de 538. C'est clair? Donc, inutile d'attendre les résultats. Formellement, ils vont se réunir pour faire le vote du président. Si on sait par exemple qu'il y a 300 républicains et 238 démocrates, automatiquement, c'est le candidat républicain qui va l'emporter. Donc, comment on connaît la répartition ou la composition de ce collège des grands électeurs? Le jour des élections même. Donc, dans le jour des élections présidentielles, on peut savoir le résultat. Bien que la réunion de ce collège électoral va être ultérieurement, après, je crois, après 40 jours. Donc, mais c'est formel, c'est purement formel, parce qu'on connaît déjà le résultat, tant qu'on connaît la composition du collège des grands électeurs. Donc, une fois élu par les grands électeurs, le président commence à préparer son staff, c'est ses conseillers, les personnes qu'il va nommer comme secrétaire d'État, les directeurs fédéraux, les directeurs des organes fédéraux, etc., les agences fédérales, et ainsi de suite, jusqu'au jour où il va détenir son poste de président, et je crois le 20 février qui suit. Le 20 février qui suit, donc il va accéder au poste du président. Donc, ce sont les principales étapes de l'élection du président français. Il est à noter que le jour des élections aux États-Unis, les élections présidentielles, on ne vote pas seulement pour élire le président. Dans les États fédérés, parfois on élit les parlementaires de l'État fédéré, des juges, des shérifs, des gouverneurs. On élit également la totalité. Donc il y a élection parlementaire parce que chaque 2 ans, la totalité de la Chambre de représentants doit être élue. Donc le mandat de la Chambre des représentants, il est de 2 ans. Et on vote pour élire pour le renouvellement de 1/3 des membres du Sénat. C'est clair? Donc le jour des élections présidentielles, il va y avoir d'autres élections au sein des États fédérés et au niveau fédéral également pour élire la Chambre des représentants et le 1/3 du Sénat, de la Chambre haute du Parlement américain. La question 38. Par quelle procédure passe une motion de censure en France? Donc en France, la motion de censure doit être proposée par le 1/10 au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le 1/10. Au Maroc, c'est le 1/6 des membres de la Chambre des représentants. Donc c'est plus facile de proposer une motion de censure en France qu'au Maroc. Il va y avoir 2 jours de débat. Un débat politique entre les parlementaires à propos de cette motion de censure. Est-ce que pour les parlementaires qui sont pour, qui sont contre, etc. Et finalement, on accède au vote. Pour que cette motion de censure soit adoptée, elle doit être votée par la majorité absolue des membres qui constituent l'Assemblée nationale. Ok? Et non pas des membres présents. Des membres qui constituent l'Assemblée nationale. Et
bien sûr, c'est une majorité qualifiée qui n'est pas facile à atteindre. Mais c'est comme ça. Donc, pour voter une motion de censure en France, on exige cette majorité de voix. En Grande-Bretagne, on exige une majorité simple. Au Maroc, c'est comme la France, on exige une majorité, la majorité absolue, non pas des membres présents, mais la majorité absolue des membres qui constituent la Chambre des représentants. Question 39. Comment est élu le président français? Donc, pour élire le président français, c'est à travers 2 tours. Tout d'abord, le président français est élu au suffrage universel direct. Il a un mandat de 5 ans, le quinquennat. Donc, avant, ce mandat était de 7 ans, avant 2000. Et après, il est devenu 5 ans. Donc, on passe par 2 tours. Le premier tour, il s'y présente les candidats des partis politiques. En France, il y a beaucoup de partis politiques. On peut trouver le candidat de la moyenne droite, le candidat de l'extrême droite, le candidat de la gauche, Parti socialiste, le candidat de l'extrême gauche, c'était le Parti communiste. Il peut y avoir des indépendants, des écologistes. Donc, dans le premier tour, on peut trouver presque 7, 8, parfois 13, 15 candidats au présidentiel. Donc, lors du premier tour, souvent il est difficile que l'un de ces candidats puisse avoir la majorité absolue des voix. Alors, les 2 premiers candidats arrivés en tête, c'est-à-dire le premier et le deuxième, ce sont eux qui vont se présenter au deuxième tour. Et au cours du deuxième tour, forcément, il va y avoir l'un d'entre eux qui va avoir la majorité absolue des voix. Souvent, ce deuxième tour rassemble une personnalité appartenant à la droite, et souvent une personnalité de l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, et dans l'autre camp, la personnalité appartenant au Parti socialiste, c'est-à-dire la personnalité de moyenne gauche, Parti socialiste. Et le vote au second tour va donner forcément une majorité absolue pour l'un de ces 2 candidats. Celui qui requiert cette majorité absolue deviendra président de la France, président de la République. Donc j'ai dit que souvent un conflit entre la droite et la gauche. Mais par exemple, il y avait je me rappelle pas quelles élections, à vrai dire, mais il y avait des élections présidentielles. Au deuxième tour, ont arrivé le candidat de la droite et celui de l'extrême droite. Il y avait Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Et presque 80% des électeurs ont voté pour Jacques Chirac. C'est seulement pour éviter l'accès de Jean-Marie Le Pen, qui est de l'extrême droite, au poste du président. Un deuxième cas qui s'est éloigné de ce conflit droite-gauche, c'est le cas qui a rassemblé dans le deuxième tour le président actuel de la France, Macron, qui est un indépendant. Donc il a créé le mouvement En Marche. Après, donc, c'est un nouveau parti politique. C'est un mouvement qui s'est transformé en un parti. Donc il a rassemblé le président Macron et la représentante de l'extrême droite, Marine Le Pen.
et Macron l'a emporté par une majorité écrasante parce que toutes les forces politiques ont opté pour le vote pour Macron pour éviter, parfois seulement pour éviter, l'accès de l'extrême droite au poste du président. Question 40. Décrire brièvement le statut du roi du Maroc selon la Constitution de 2011. Donc, vous avez sur le support le statut du roi du Maroc, Amir Mo'minin, l'arbitre suprême, représentant suprême de la nation, le garant de l'exercice des cultes, des droits, des libertés, etc. Il est le chef d'État, représente l'État dans les sommets internationaux, ratifie les traités. Donc, ici, il n'est pas lieu d'énumérer les pouvoirs du roi, seulement son statut. Expliquer un petit peu son statut d'Amir al-Mu'minin, donc le statut religieux, et l'exercice de ses pouvoirs religieux par Daïr, donc c'est un pouvoir autonome du roi, et sa qualité de chef d'État, c'est-à-dire l'arbitre suprême, le garant des droits et des libertés, etc., représentant de l'État marocain à l'étranger, et l'essentiel. Vous avez les éléments de cette réponse c'est une question directe qui existe sur le support. 41. En cas de désaccord entre les deux chambres du Parlement, on procède de manière différente dans différents systèmes constitutionnels expliqués selon un plan. Donc ici également, on a un sujet de dissertation qui concerne le désaccord parlementaire à propos d'une loi. Donc on procède de manière différente dans différents systèmes politiques. Donc, en Grande-Bretagne, on peut énumérer les systèmes constitutionnels. On peut procéder autrement, c'est-à-dire définir le désaccord parlementaire, puis comment on peut surmonter ce désaccord selon les différents systèmes constitutionnels. Donc, le désaccord parlementaire à propos de loi, c'est un désaccord entre les deux chambres du Parlement à propos d'une loi. Il y a divergence de point de vue, mais on doit trouver une solution. Donc, aux États-Unis d'Amérique, on constitue une commission de conciliation. Si elle échoue, la loi est rejetée. En Grande-Bretagne, s'il y a des accords, qu'est-ce qui se passe? La Chambre des Lords, qui est la chambre haute du Parlement, peut suspendre cette loi pendant une année, la loi ordinaire, pendant une année. Elle peut suspendre une loi de finances pendant 30 jours. Donc, elle a un pouvoir suspensif. Ici, on ne cherche pas de trouver un accord entre les deux chambres, mais le point de vue de la Chambre des communes s'impose. Seulement, la Chambre des Lords peut retarder, si vous voulez, reporter l'adoption de la loi pendant une année pour les lois ordinaires et pendant 30 jours pour les lois des finances. Pour ce qui est de la France, en France, il y a des accords. On constitue une commission mixte paritaire constituée des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette commission essaie de rapprocher les points de vue entre les deux chambres. Si elle échoue, donc on prononce, si vous voulez, la session parlementaire pour la Chambre des
pour la chambre basse, c'est-à-dire pour l'Assemblée nationale. Donc, il va y avoir un ajournement de la session du Sénat. Il va terminer. Et l'Assemblée nationale va statuer en permanence. Et ce prolongement de la session de l'Assemblée nationale va lui permettre d'adopter la loi en question. Et voilà, elle va être adoptée et promulguée par le chef de l'État, sans prendre compte de l'avis du Sénat. Au Maroc, s'il y a des accords, la même chose, on va tenir compte du point de vue de la chambre basse, c'est-à-dire la chambre des représentants. Au Maroc, on ne constitue pas de commission. C'est pas comme la constitution de 1996. On faisait comme le modèle en France, c'est-à-dire on constitue une commission mixte paritaire, mais la constitution de 2011 ne prévoit pas la constitution de commission. On indique seulement que c'est la Chambre des représentants qui va statuer sur ce projet ou cette proposition de loi. Alors, question 42. Quel est le rôle de la Cour constitutionnelle au Maroc? Donc, la Cour constitutionnelle, vous l'avez sur le support. Son rôle est de contrôler la constitutionnalité des lois. Donc, son rôle le plus important, c'est de contrôler la constitutionnalité ou la conformité des lois à la Constitution. À ce propos, elle pourrait être saisie par le roi, par le chef du gouvernement, par les deux présidents des deux chambres parlementaires et par un nombre déterminé des membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers. Donc, elle peut être saisie pour vérifier la constitutionnalité des lois. Bien sûr, elle veille également sur la constitutionnalité des élections. Et la Cour constitutionnelle, elle a une nature spéciale parce que la moitié de ses membres sont nommés par le roi ainsi que son président. Les autres membres sont nommés par les deux chambres du Parlement. Et bien sûr, il y a des conditions pour nommer des membres de la Cour constitutionnelle. Et son rôle de contrôle de constitutionnalité également peut être invoqué à l'occasion d'un contentieux entre citoyens. S'il y a lieu d'application des dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l'homme, aux droits des citoyennes et des citoyens. Si l'un des partis qui se présente devant un tribunal ou une cour invoque l'inconstitutionnalité d'une loi que le juge prévoit de l'appliquer dans ce contentieux. Donc, dans ce cas-là, la Cour constitutionnelle pourrait être jugée d'une manière parallèle pour voir est-ce que cette loi est constitutionnelle ou non. Et donc, il y a des conditions pour aller jusqu'à ce bout-là, mais il est important de noter que la Cour constitutionnelle joue un rôle dans le contrôle de la constitutionnalité qui pourrait être invoqué même par les citoyens et non pas seulement par les institutions politiques, rois, chefs du gouvernement,
président des deux chambres, etc. « 43. Qui sont les grands électeurs? » Donc, j'en ai déjà parlé, les grands électeurs, c'est le collège électoral élu par le peuple américain qui est destiné à élire à son tour le président des États-Unis d'Amérique. Les grands électeurs sont élus dans chacun des États fédérés. Chacun des États fédérés dispose d'un nombre bien déterminé de grands électeurs qui le représentent. Et ces grands électeurs se réunissent après les élections, après un certain temps des élections, pour élire formellement, parce que les résultats sont connus d'avance, tant qu'on sait, tant qu'on connaît la composition de ce collège de grands électeurs, on connaît le nombre des républicains, on connaît le nombre des démocrates, donc il est évident que si les républicains sont majoritaires, ils vont élire le candidat républicain. Donc les grands électeurs sont les électeurs du président dans le dernier stade, parce que le président, comme j'avais dit, il est élu selon un suffrage universel, indirect et non pas direct. Magnéto. Arrêtez.